Encore quelques mots. Oui, ouais, c'est bon là, je crois. La scène la moins érotique de l'histoire du cinéma. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui démarre sa série d'été. Ouvre donc grand les portes de son vidéoclub personnel. On s'éloigne de l'actu le temps des vacances pour replonger dans le meilleur du cinéma qu'on aime. Et pour cette première, nous n'avions pas d'autre choix que d'honorer d'un géant récemment disparu, Christopher Lee. Une carrière monumentale, une vie étonnante et un acteur comme on en croise rarement, auquel nous allons donc consacrer cette émission. Autour de la table pour en parler, un duo d'élite. Arnaud Bordas d'abord, salut Arnaud. Bonjour Thomas. Et Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut Thomas. Et le public autour de nous ici au temps. Quel est Nos Ciné spécial Christopher Lee, premier numéro de notre vidéoclub de l'été, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. 27 mai 1922, 7 juin 2015, la vie de Christopher Lee a été longue, 93 années bien remplies, une carrière d'acteur qui comporte plus de 225 passages devant la caméra, une filmographie dantesque qu'il sera très très compliqué de disséquer en entier en une vingtaine de minutes, on est bien d'accord. Donc s'il fallait retenir au moins un élément clé de son parcours, eh bien il tiendrait en un seul mot, un seul nom, Dracula, le vampire légendaire transfiguré par Christopher Lee dans une série de 10 films quand même, dont la majorité sous l'égide de la légendaire maison Hammer. Welcome to my house. Count Dracula. I am Dracula. Enter freely. You are my honored guest. Listen to them. The children of the night. What music they make. Ah, petit extrait des Nuits de Dracula de Jess Franco, 1968. Pour le coup, ça n'était pas un film Hammer, mais ça n'empêche pas Christopher Lee d'être impérial. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce personnage dans la carrière de Christopher Lee, Rafik ? C'est une figure extrêmement théâtrale dans le sens le plus English du terme, qui a notoirement servi effectivement à la Hammer à acquérir une forme de prestige. C'était quand même un studio qui n'était pas très très bien vu. Déjà que les Anglais ne sont pas particulièrement amoureux de leur propre cinéma, surtout la reprise de ces franchises horrifiques, du fantastique gothique, qui était un peu considéré déjà à l'époque comme une propriété de la Universal, même si c'était basé sur des écrits anglais à l'origine. Donc voilà, faire venir des gars comme Christopher Lee ou même Peter Cushing, c'était s'assurer un membre un peu royal. Je ne sais pas si à l'époque il avait déjà traîné sur les planches prestigieuses, mais ça a été son grand coup d'éclat, on va dire, en 58. Voilà. Mais il a amené une prestance et une diction théâtrale, parce que les Anglais respectent plus le théâtre que le cinéma. Arnaud ? Théâtral, oui, et je dirais en même temps, c'est vraiment lui qui a transcendé le rôle de Dracula à l'écran, quoi. C'est-à-dire, jusque-là, il y avait eu bien d'autres interprètes avant lui. Dont Bela Lugosi. Mais on était resté beaucoup, c'était le Dracula, le grand Dracula à cette époque-là, c'était effectivement Bela Lugosi dans le film de Todd Browning de 1931, je crois. Et c'est vrai que pour le coup, là, c'était très théâtral, voire même, quand on revoit le film aujourd'hui, un petit peu amidonné, un peu rigide, quoi, par moments. La manière dont Christopher Lee renouvelle le rôle, c'est en lui apportant une présence physique que n'avait pas forcément Bela Lugosi. Non seulement, c'est à la fois un panache, un mélange de prestance aristocratique et en même temps d'animalité, quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, quand j'ai découvert le Dracula de Christopher Lee, les scènes où il se bat avec Van Helsing, notamment avec Peter Cushing, c'est surprenant, quoi. Il y a un vrai, même de la part de Peter Cushing, il y a une sorte de violence qui était vraiment nouvelle, et c'était tout à l'honneur de Christopher Lee d'arriver à jouer sur les deux tableaux, parce que c'est pas évident, finalement, d'arriver à incarner à la fois cette prestance aristocratique et en même temps l'animal qu'il y a derrière et qui est prêt à surgir à tout instant, quoi. Donc moi je trouve que c'était ça qui était vraiment impressionnant dans son interprétation de Dracula. Oui, et puis il a retiré un peu le côté un peu ridicule que Bela Lugosi avait. Côté outré un petit peu. Tout à fait. En fait, Lugosi, Lugosi c'était des productions américaines et Dracula il incarnait assez clairement la vieille Europe. Donc il parlait dans un anglais absolument exécrable, etc. Alors qu'effectivement Christopher Lee, lui, c'est vraiment l'anglais d'Oxford parfait. Donc il y a ça. Et comme le dit Arnaud, c'est justement ce mélange d'aristocratie et d'animalité, il a complètement remis au premier plan le caractère éminemment sensuel et sexuel du personnage de Dracula, et ce faisant, à travers les films de la Hammer, qui étaient quand même à l'époque des films qui étaient considérés comme très chauds. Ça peut paraître complètement
dingue aujourd'hui, Vu mais avec nos yeux des années voilà, 2000, il y a des gens qui allaient voir ces films planqués dans leur par-dessus, comme s'ils allaient se taper un boulard, quoi. C'était vraiment très 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 mal vu. D'ailleurs, c'est un personnage Dracula qui a été repris. On parlait de Jess Franco à l'instant. Jess Franco, c'est un réalisateur de films érotiques aussi à l'époque. Tout à fait. Et voilà, et l'histoire d'amour forcé entre le cinéma d'horreur et le cinéma pornographique, elle a quand même démarré autour de gens qui étaient essentiellement des fans en France, des fans des productions Hammer, Midi Minuit Fantastique, etc. C'est là que tu vas retrouver à la fois les érotomanes et les fantasticophiles. Et les films de la Hammer étaient considérés en leur temps comme des trucs très osés qui ont annoncé d'une certaine façon les swinging 60s londoniennes. De manière générale, la Hammer, au-delà du personnage de Dracula, a compté énormément dans la carrière de Christopher Lee, parce qu'il n'a pas incarné que Dracula, il a incarné Fu Manchu aussi, par exemple. C'est même le seul acteur, Bela Lugosi ou Boris Karloff, qui étaient les grands ancêtres, quoi, on va dire, ne l'ont pas fait. C'est le seul acteur à avoir incarné à la fois Frankenstein, Dracula et la momie, quoi. Les trois grands monstres du bestiaire fantastique. Et d'autres figures effectivement comme Fu Manchu, Henri de Baskerville aussi, dans Le Chien de Baskerville, il est assez merveilleux dans ce rôle-là, il est terrifiant, je trouve. Mais ce qui est frappant en fait, c'est on peut le voir aussi dans Dracula, mais dans la période Hammer, ce qui étonne le plus, c'est sur La Malédiction des Pharaons, qui n'est pas forcément le meilleur film de Terence Fisher, mais où il joue donc la momie, Christopher Lee. Et le Frankenstein s'échappé, qui pour le coup est un chef-d'œuvre de Terence Fisher, qui arrive avant les Dracula, hein, c'est le premier film qui marque le tandem Peter Cushing, Christopher Lee, et puis c'est le premier film de Frankenstein en couleur. Enfin voilà, c'était un vrai événement, c'est un très grand film. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces deux films-là, on a une facette du talent de Christopher Lee qui n'est pas négligeable, c'est son talent de mime. Parce que ce sont des rôles muets, le monstre de Frankenstein et la momie, et qui sont entièrement basés sur la démarche, sur la manière qu'il a de mouvoir son corps, les expressions assez limitées qu'il peut avoir, et il est brillantissime dans ce genre de rôle. À chaque fois qu'on a fait appel à lui pour des rôles pareils, c'est vrai que sa voix était très importante aussi, c'est pour ça que c'est un acteur qui avait une gamme, une palette très étendue, très large, effectivement. Mais à chaque fois qu'on a fait appel à des rôles qui le rapprochaient du mime, il était brillant. Il était vraiment, il affichait une présence qui déblayait tous les autres acteurs qui étaient à l'écran à ce moment-là. Un des rôles cultes de Christopher Lee dont j'aimerais bien qu'on dise un mot, c'est un film de 1973 qui s'appelle The Wicker Man de Robin Hardy, un film qui va vraiment rester comme un des phares de la carrière de Christopher Lee. Rafik. Oui, un film sorti de nulle part. Enfin, on se demande comment un projet pareil a pu être monté. Voilà encore un film qui a été particulièrement haï, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un accident dans lequel une partie des négatifs avait été brûlée. Il a toujours été soupçonné que ça n'avait pas été si accidentel que ça. Quoi. Mais effectivement, c'était un grand retour, parce qu'à cette époque-là, la Hammer était vraiment en perte de vitesse. C'était l'époque où ils avaient tenté de faire des coproductions avec les films de Hong Kong, dans des productions qui étaient quand même assez embarrassantes. Mélanger Dracula et le Kung Fu, c'était plutôt moyen. Bref, The Wicker Man, qui est un truc écrit par Anthony Sheffer, qui sera le futur scénariste de Amadeus, notamment. Film terrifiant et assez érudit, qui arrive à une époque de libéralisation, déjà sexuelle évidente, féminisme galopant et peace and love, enfin en gros le New Age, qui prétend s'inscrire dans une tradition ancienne et celtique, et ce film va rappeler de quoi sont faites ces traditions celtiques. De violence, essentiellement. Essentiellement de violence et de sacrifice humain. Enfin, en gros, tout ce concept de ce qui a nourri autrefois les sociétés, et notamment les sociétés matriarcales, et qui semble aujourd'hui avoir été complètement zappé, quoi. Oui, ces sociétés fertiles, enfin ces sociétés de la fertilité, étaient quand même basées sur le sacrifice humain. Et c'est un film qui est encore aujourd'hui extrêmement dérangeant, et que Christopher Lee considérait comme un de ses meilleurs rôles. Enfin, il joue le rôle de Lord Summer Isle, qui est donc le chef un petit peu de cette communauté qui vit sur une île. Voilà, complètement allumé, qui débute le film par un discours glaçant, et il considérait que c'était effectivement un de ses meilleurs rôles. Donc ça, c'est vraiment un film à voir. Si vous avez du temps à perdre ou des copains à amuser un peu, vous pouvez aussi enchaîner avec le remake qui avait été fait dans les années 2000, avec Nicolas Cage notamment, et qui est un nanar extraordinaire, assez hilarant. Avec Nicolas Cage qui fout des nions à un paquet de bonnes femmes. Il passe tout le film, voilà. Des coups de pied dans le ventre. Péter la gueule à des nanas, et c'est Nicolas Cage, quoi. Donc c'est vraiment un show. De toute façon, ça va très très loin avec Nicolas Cage. On continue sur la carrière de Christopher Lee.
Un petit chant de Noël en métal par Christopher Lee, car oui, il a aussi signé plusieurs albums. J'aimerais bien qu'on parle aussi de la fin de carrière de Christopher Lee. Alors, il a participé à 2 grandes sagas du cinéma, Star Wars d'une part, où il jouait le comte Dooku dans la prélogie, et Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, il interprétait Saruman. Mais avant ça, à la fin des années 90, il y a un des rôles les plus importants qui est moins bien connu, c'est Jinnah, qui joue le rôle du fondateur du Pakistan, Rafik. Pas connu du tout, on peut le dire, puisque le film... Très connu au Pakistan. Le film n'a pas eu de visa d'exploitation, et c'est une des grandes colères de sa carrière. Il en a eu d'autres, des colères, mais celle-ci, je pense que c'est la pire, parce que lorsqu'il a été annoncé qu'il allait jouer le rôle du fondateur du Pakistan, évidemment, les Pakistanais étaient un peu craintifs de savoir que Dracula allait jouer le rôle de leur fondateur bien-aimé. Il y a eu même des grosses protestations, je crois. Et le film a remporté des suffrages, il s'est vraiment transformé, mais lui considérait, Christopher Lee, que c'était son meilleur rôle. Il l'a répété en interview assez régulièrement, et il le répétait d'autant plus qu'il était particulièrement agacé et énervé par l'ambiance délétère de son époque, qui était celle d'une espèce de choc des civilisations à la con, où lui avait une vision de l'islam qui était la vision qui est partagée par quelques centaines de millions de personnes, et qui savait très bien que si le film ne recevait pas de visa d'exploitation en Occident, c'est parce que les distributeurs avaient peur, tout simplement peur de sortir un film sur l'histoire d'un grand leader musulman, en fait, d'un type qui a quand même réussi à sortir son pays de la guerre civile et à lui faire connaître quelques décennies de prospérité, quoi. Et lui, il avait un immense respect pour ce personnage, bien sûr. Il s'appelle Muhammad Ali Jinnah. Voilà, tout à fait. Qui est un gars qui a marché sur des œufs pendant toute sa carrière politique pour éviter justement les conflits, les guerres, etc. Je sais qu'on l'avait rencontré... moi, je l'avais interviewé, Christopher Lee, à l'époque des 2 tours. Oui. Il en avait déjà pas grand-chose à foutre de la promo à cette époque-là. Il n'hésitait pas à détourner les interviews à son compte. Et en fait, je me souviens de cette image étonnante où il en avait tellement marre des questions des journalistes autour de la table, parce que c'était des junkets, qu'il s'est mis à parler de ce qui l'intéressait sans se préoccuper de leurs questions. Et il parlait essentiellement de politique, en fait. Et vraiment, on a l'impression d'un môme de 20 ans qui a envie de faire la révolution. Il était là, mais quand est-ce que vous allez vous réveiller ? Alors qu'il ressemblait à un ambassadeur de 70 ans. C'est ça, voilà. Il faut voir ce type vénérable de presque 2 mètres avec cette voix rauque en train d'exhorter des journalistes qui étaient essentiellement des journalistes de radio. Donc quand même des gens qui sont dans le milieu médiatique et qui ont une responsabilité sur l'information, quoi, de les engueuler, en fait. On était à l'époque en pleine préparation d'invasion de l'Irak. Voilà, ils déploraient l'incapacité des Occidentaux à demander des comptes à leur gouvernement, etc. Ils traitaient tous ces gars-là de mafieux. Enfin, vraiment, il s'était complètement lâché. Je ne sais pas ce qu'il en est resté dans les interviews. Après, il a aussi beaucoup parlé de cigares cubains, parce que il avait envie d'en parler à ce moment-là. Ça colle avec l'image d'ambassadeur. En tout cas, c'est clair, les cigares cubains. Le truc, c'est aussi que c'est quelqu'un qui a, il faut le préciser, je pense que ça a été important aussi dans sa formation, c'est un type qui a été un soldat, qui a fait la guerre, un engagé volontaire durant la Seconde Guerre mondiale. Pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel. Voilà, il était dans les forces spéciales, c'est-à-dire en gros des commandos, quoi. Il y a cette anecdote où il avait donné des conseils à Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux, sur le bruit que devait faire un couteau qui pénètre dans une cage thoracique, parce que en gros, il avait expliqué au mixeur comment il fallait faire pour obtenir ce bruit caractéristique. Lui, il avait entendu. Parce qu'il avait buté des mecs, quoi. Ouais. Il a participé à l'invasion de l'Italie. Ça donne une autre épaisseur à l'interprétation, c'est sûr, derrière. Voilà. Donc la violence physique dont il pouvait faire preuve et qu'on évoquait pour Dracula, tout à l'heure, elle vient aussi de ce qu'il a vécu à cette époque. Et sa vision du monde aussi, sa vision un peu désabusée on peut le dire, il avait tendance à considérer les gens comme des moutons, quoi, et ça l'énervait. Pour la jeune génération, Christopher Lee, c'est notamment Saruman. Ce rôle, ça a été aussi son retour en grâce pour toute une nouvelle génération qu'il a découvert. Pour les gens d'avant, c'était Dracula. Ouais. Il a retrouvé un rôle comme ça, iconique, à la toute fin de sa vie. C'est un expert de Tolkien. C'était le seul membre de l'équipe qui avait rencontré le professeur Tolkien de son vivant, puisque donc à une période de sa vie, il lisait la trilogie de Tolkien au moins une fois par an. Donc il la connaissait vraiment par cœur. Je crois même qu'il maîtrisait un peu l'elfique. Voilà, quand Jackson l'engage évidemment en tant que fan de la Hammer, c'est ça qu'il recherche en fait, c'est l'image cinématographique de Christopher Lee qu'il cherche. Là où Christopher Lee, pour lui, c'est pas un sacerdoce, mais presque, quoi. Il est en train de faire l'adaptation de l'œuvre du professeur qu'il a admiré pendant toutes ces années-là, et je pense qu'il a quand même servi un petit peu de caution à la production. Et je serais pas étonné d'ailleurs qu'il aurait
suggérer quelques idées. petites modifications, etc. Arnaud ? Mais c'est formidable ce retour en grâce à la toute fin de sa carrière, quoi, où il était déjà bien vieux, quoi, où il a eu en gros. Parce qu'en plus sa carrière s'était un tout petit peu écroulée à la fin des années 80. Ah ouais, c'était la catastrophe. Jamais on n'aurait pensé qu'il reviendrait à un tel niveau. Je veux dire, à la fin des années 80, la carrière, il n'y a plus qu'un Joe Dante pour aller le chercher, lui faire un petit rôle dans Gremlins 2, qui lui il l'a pas oublié. Mais sinon, je veux dire, à cette époque-là, il se commet dans des productions Eurociné, Christopher Lee. Et ça veut tout dire. Eurociné, c'est Police Academy aussi. Ouais, Police Academy 8 ou 9. Eurociné pour préciser. Eurociné, c'était une compagnie de production qui faisait essentiellement des films d'horreur, des films érotiques, des trucs comme ça. Mais c'était c'était pire que de la série Z. C'était le bas de gamme du bas de gamme du bas de gamme, quoi. Et voir un acteur de sa prestance et de sa renommée dans des films comme ça, c'était chaud, quoi. Donc c'est vrai que il y a eu après, à la fin des années 90, c'est Tim Burton, le premier, qui est allé le chercher pour Sleepy Hollow, et puis qui lui a donné après des rôles régulièrement. Et puis effectivement Star Wars et le Seigneur des Anneaux, ce qui fait qu'en gros il a eu, puisqu'il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, une quinzaine d'années à la fin de sa vie, où il s'est fait connaître du jeune public, il a connu un succès mondial assez énorme. Et ça c'est super pour un acteur. En plus, je pense que c'est une belle récompense à la fin d'une telle carrière, parce que c'est un acteur qui n'a jamais cessé de travailler. Oui. Pendant 60 ans. L'émission 225 films, voilà. Plus de 225 films. C'était pas une question de, c'était un vrai sacerdoce chez lui. Enfin, c'était une vraie position qu'il avait, où il disait un acteur se doit de travailler tout le temps. Et c'est pour ça qu'il signait contrat sur contrat, quand bien même il se retrouvait à une époque dans des séries B, des séries Z. Mais pour lui, c'était un acteur ne devait pas rester inactif. Et c'est pour ça qu'il a travaillé toute sa vie. Et comme tous les comédiens, il est dépendant du désir des autres. Et lui, il a été très dépendant du désir de cinéastes qui ont grandi avec ces films. C'est pas les producteurs ou les directeurs de casting qui allaient conseiller Christopher Lee. C'est vraiment les réas qui faisaient leur petite crise en disant je veux Christopher Lee. Des cinéphiles. Voilà, Spielberg qui va le chercher pour 1941. On a cité Joe Dante effectivement. Et ensuite Tim Burton. Tim Burton, il avait déjà eu Vincent Price juste avant avec Edouard dans l'argent. D'ailleurs, il faut noter qu'il y a un film qui regroupe un peu les quatre figures tutélaires, Vincent Price, John Carradine, Christopher Lee et Peter Cushing, qui est un film assez mou du début des années 80 qui s'appelle House of Long Shadows, voilà, une espèce de whodunit dans lequel ils avaient réuni les quatre grandes figures fantastiques. Ça suffisait pas à faire un bon film. Mais ça suffisait pas à faire un bon film. Et une bonne partie de la filmographie, quasiment l'intégrale d'ailleurs, de Christopher Lee, elle est facilement trouvable en DVD, en VOD, en attendant des rétrospectives sur grand écran qu'on souhaite de tout notre cœur. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, 2 minutes chacun pour convaincre. Un film peut-être qu'on n'a pas évoqué dans la titanesque filmographie de Christopher Lee. Un petit conseil, Rafik ? Non, mais effectivement, j'ai prévu de parler de Gina, mais on l'a évoqué. Voilà, mais si vous réussissez à mettre la main sur cette production, qui est un peu un truc à la Richard Attenborough, on va dire, une espèce de biopic à l'anglaise, voilà, assez lisse, mais qui prend pas non plus son public pour un imbécile. Arnaud ? Non, moi je vais recommander un épisode de série télé. Ah oui ? C'est comme ça, on fera un double hommage en même temps à Patrick Macnee. C'est un épisode de la 5e saison de Chapeau melon et bottes de cuir. Qui s'appelle, ça y est, j'ai un trou, Interférence, voilà, qui s'appelle Interférence. C'est donc la 5e saison, c'est la dernière saison de Diana Rigg en Emma Peel, saison en couleur. Et donc il y a cet épisode où Christopher Lee joue un double rôle, à la fois le rôle d'un scientifique qui fabrique des sortes d'automates, de robots, et le robot. C'est superbe cet épisode parce que ça lui donne l'occasion justement d'explorer à la fois le côté scientifique, le côté très britannique, les rôles un peu hiératiques dont il avait l'habitude, et le côté mime dont je parlais tout à l'heure pour le robot qui est une sorte de Terminator indestructible qui revient à chaque fois qu'on se débarrasse de lui. Et c'est l'occasion aussi de voir ce dont je parlais tout à l'heure, ces formidables talents de mime quand il joue le rôle du robot, quoi. Voilà, Chapeau melon et bottes de cuir, l'épisode donc Interférence de la 5e saison. Et c'est noté, merci. Et puis, juste pour ajouter peut-être la rencontre de Christopher Lee avec son homologue français, Bernard Ménez, dans le film Dracula Père et Fils d'Edouard Molinaro, sorti en 1976. D'accord, une belle référence, ça donne envie, la rencontre Christopher Lee, Bernard Ménez. Notre temps est écoulé, merci à tous les deux, merci à Sébastien Salis et la technique, autant qu'au public pour l'accueil. Prochain Nos Ciné, on continue notre série d'été pleine de surprises, vous verrez, le vidéoclub est ouvert jusqu'à la fin août. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter, on s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Mad Max, sur Vice Versa, sur Terminator, et laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.
Salut, c'est Nico Pratt. Retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse, décrypte et parfois trash la pop musique. Ça va aller. Est-ce que vous êtes prêts ? Tu vas chanter maintenant ?